La team ORLM refait le monde avec vous sur Joma TV. Et tout le réseau synchronisé de Joma FM. Aboubacar Condé, Lamine Monyouma Sissé, Sanso Bari, Sekou Keita, Baïla Traoré, Cheikh Sadi Boundoy et Habib Marouane. vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi De 17h à 19h dans ORLM, votre émission de décryptage et débat de Joma Media. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous regarder. Vous êtes dans votre émission Refaire le monde, l'émission qui vous donne, vous le savez, la possibilité de mieux comprendre l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Pour une première fois, l'émission se déplace à Dakar et nous sommes avec le président de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, Elhadji Cellou Dalein Diallo, qui vit donc dans cette capitale depuis près de 2 ans, en exil pour certains, d'autres pas. Alors, il décide de nous recevoir pour discuter de l'évolution de l'actualité sociopolitique du pays. Une discussion qui va être faite ici avec Lamine Monyouma Sissé et Boubacar Sanso Bari. Lamine Monyouma Sissé, bonsoir. Oui, bonsoir. Boubacar Sanso Bari, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Et Elhadji Cellou Dalein Diallo, bonsoir. Bonsoir à Boubacar. Alors, merci de nous accueillir ici à Dakar. Je le disais tout à l'heure. Beaucoup disent que vous êtes en exil, d'autres non. En tout cas, ce n'est pas l'avis des autorités du pays. Vous êtes en exil ou pas? D'abord, merci de me donner l'opportunité de m'adresser aux nombreux téléspectateurs de votre média. Vous savez, comme vous l'avez dit, je ne suis pas en Guinée depuis bientôt 2 ans. J'en souffre un peu, mais je suis consolé parce qu'il y a d'abord une forte communauté guinéenne, aussi bien à Dakar que dans les autres pays que j'ai visite régulièrement à l'invitation des fédérations du parti et je participe aussi à beaucoup de conférences internationales sur les défis auxquels notre humanité est confrontée aujourd'hui et je suis très fier de participer à des débats de haut niveau sur ces défis-là. Je suis en exil, je suis en tout cas absent du pays et je compte naturellement rejoindre la Guinée que j'aime tant. Je ne suis pas très heureux d'être en dehors de la Guinée depuis si longtemps. Et je me prépare à y retourner. Première, hein? L'attente est très longue. Hein. Depuis très longtemps, on entend la même chose. Oui. Elhadji Cellou Dalein Diallo reviendra bientôt. Oui. Il a plusieurs fois été Les gens annoncé. ont beaucoup attendu et les gens vous attendent beaucoup. À quand exactement? Écoutez, actuellement, il y a une mission rogatoire qui est déclenchée. J'attends la fin de cette mission puisque la justice guinéenne a demandé à la justice sénégalaise de m'entendre sur la privatisation de Air Guinée ou sur la vente de ses actifs à Elhadji Mamad Silla. Je suis prêt naturellement à livrer ma part de vérité sur cette opération qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, et comme vous le savez. C'est l'obstacle. Non, ce n'est pas l'obstacle. C'est pas l'obstacle. Bon, avant avant mon départ de la Guinée, je suis resté 1 an pratiquement prisonnier. Je ne pouvais pas sortir. Mon passeport était confisqué. J'ai raté beaucoup d'opportunités de participer à ces conférences internationales auxquelles j'étais habitué. Et je n'avais pas pu aussi rencontrer les nombreux militants de l'UFDG. Comme vous savez, la moitié des fédérations du parti se trouvent à l'étranger où nous avons une forte communauté. J'ai été donc récemment au Libéria, en Angola, en Suisse, en Espagne, en Allemagne, un peu partout et aux États-Unis. Ça m'a permis aussi de renouer le contact avec les nombreux militants du parti. Donc, je n'ai pas chômé. Certes, je ne suis pas en Guinée, mais j'ai continué de travailler avec d'abord les responsables du parti au pays, mais j'ai continué aussi de travailler avec les responsables et les militants du parti qui résident à l'étranger. Place à présent aux 16 années à la tête du parti, Boubacar Sanso Bari. Et moi, une dernière question en lien avec cet exil-là, c'est est-ce que votre absence au pays n'impacte pas au moins l'efficacité du parti? Non, pas du tout, vous le constatez. Nos manifestations, nos assemblées générales à Zérekoré, à Labé, à Mamou, à Conakry, c'est comme si j'étais là. Vous avez suivi la cérémonie de célébration du 16e anniversaire de mon arrivée au parti. Même si j'étais là, on n'aurait pas fait mieux. L'Assemblée générale qui a précédé, organisée par la section motard, qui est un
comité de soutien au parti et à Cellou Dalein aussi. C'était une assemblée générale. Même si j'étais là, on n'aurait pas mieux fait. Le parti fonctionne, il a des structures qui sont là, des hommes et des femmes désintéressés qui croient au parti, qui croient en Cellou Dalein et qui sont prêts, qu'ils soient présents ou absents, vraiment à continuer à animer le parti et à étendre et à renforcer ses bases. Oui, non, mais dans le rapport de force désormais établi avec le CNRD, on avait l'habitude de voir l'UFDG plutôt décisive dans ce type de bras de fer. Là, puisque vous n'êtes pas là, notamment par le biais des mobilisations, on a l'impression que ça ne marche pas aujourd'hui comme ça l'était par le passé. Non, non, vous savez, lorsqu'une manifestation est interdite, c'est très difficile parce qu'il s'agit pratiquement d'une guérilla urbaine. Elle est donc réprimée, a priori, parce qu'elle est interdite par la loi. Et naturellement, ce que j'ai déploré au niveau de la junte, c'est d'avoir suspendu les manifestations d'aller sur les places publiques jusqu'à la fin de la transition. C'est une liberté fondamentale qui est prévue dans les traités dont la Guinée est membre. Les libertés fondamentales et cette liberté de manifester dans les rues et sur les places publiques étaient consacrées. La junte a cru devoir suspendre cette liberté, privant ainsi les Guinéens d'un droit d'expression. Alors, lorsque les manifestations sont interdites, s'il vous plaît, ce n'est pas on ne peut pas. Mais si vous dites que les manifestations sont autorisées et que vous donnez la responsabilité à l'UFDG, à l'ANAD ou aux autres partis de les encadrer, on est prêt à le faire et vous allez voir 1,5 million, 2 millions de personnes dehors, dans les rues. Mais lorsque c'est interdit, bien entendu, il y a l'effet. Certains, étant donné qu'on fait usage des armes à feu et on a tué déjà plus de 36 personnes au niveau de l'axe, des gens qui manifestaient, pour certains contre le manque d'électricité, d'autres à l'appel du FNDC, des forces vives ou de l'intercoalition. Et vous savez, comme vous le savez, ces victimes n'ont pas eu droit à la justice. Alors, hélas, que répondrez-vous aux autorités qui disent que vous devez, je parle de l'UFDG, l'UFDG doit s'estimer heureuse parce qu'au moins, l'UFDG peut organiser maintenant ses assemblées à son parti. Non, attendez, c'est un droit élémentaire. Ils font référence à ce qu'ils considèrent comme un geste à l'endroit de l'UFDG lorsqu'on a restitué nos bureaux et notre siège qui étaient confisqués au lendemain de l'élection présidentielle du 18 octobre. Mais ça, ça n'avait aucune base légale. C'était la dictature. Aujourd'hui, si on restitue ce droit à l'UFDG, c'est un droit élémentaire. Ça ne peut pas justifier qu'on suspende le droit de manifester dans les rues et sur les places publiques. Alors, vous l'avez dit, vous n'étiez pas à Conakry. Les 16 années de votre arrivée à la tête de l'UFDG ont été célébrées par les militants et sympathisants du parti. Mais jusqu'à présent, beaucoup se posent la question, comment vous avez hérité cette formation politique? Comment Bamamadou vous a légué? Est-ce que vous avez consulté plusieurs personnes avant de prendre la décision d'aller vers l'UFDG alors qu'il y avait l'UPR aussi qui était là? Écoutez, alors, lorsque j'ai été limogé de mon poste de Premier ministre, dans les conditions que vous savez, sur lesquelles je ne reviens pas, je suis resté 1 an à l'étranger. Beaucoup de gens m'ont suggéré de faire de la politique. J'avais acquis une crédibilité à l'intérieur, compte tenu justement de mon engagement très fort pour la liberté de la presse, mais aussi pour le redressement de l'économie. Que c'était la descente aux enfers. Le taux de change ne faisait que se dégrader. J'ai élaboré un programme de stabilisation de l'économie que j'ai vendu aux bailleurs de fonds qui ont accepté de m'accompagner sous réserve que je puisse quand même faire des résultats. Ces résultats étaient obtenus. J'ai obtenu finalement le programme avec le fonds, le point d'achèvement de l'initiative PPT en novembre 2006. Et puis, finalement, ce qui devait arriver arriva. Parce que j'en avais besoin d'une équipe pour conduire, justement, mettre en œuvre ce programme et pour pouvoir atteindre le point d'achèvement en novembre 2006. Et puis, finalement, j'ai été renvoyé du gouvernement. Je ne veux pas revenir sur les détails de cette opération. Je suis resté à l'étranger 1 an. Beaucoup de personnes m'ont suggéré de faire de la politique, compte tenu de l'expérience acquise dans la gestion de l'État, puisque j'avais quand même fait une dizaine d'années à l'extérieur, compte tenu du réseau que j'avais à l'international et compte tenu de la crédibilité que j'avais acquise dans la lutte contre la corruption,
dans la lutte pour le redressement de l'économie. J'ai hésité un moment, je dois l'avouer, parce que je suis profondément croyant. J'ai dit, bon, écoutez, j'ai occupé tous les postes nominatifs. Depuis que je suis sorti de l'université, je suis directeur sectoriel, directeur général, ministre ou premier ministre. Ça, c'est un don de Dieu. Et pendant tout ce temps, je n'ai jamais interpellé pour un acte de mauvaise gestion. Donc, je pouvais me contenter de ça. On m'a offert des postes à l'international. Je ne peux pas revenir sur les détails. J'ai dit, vaut mieux que je prenne un poste que le président Wade avait négocié pour moi à l'international, qui était un poste important, au lieu de rentrer en Guinée faire la politique. Mais la pression a été forte et finalement, évidemment, j'ai accepté. Donc, je suis rentré en Guinée avec des statuts d'un parti politique. À l'arrivée, à Conakry. Quel était le nom de ce parti? C'est l'ARD, l'Alliance pour la République et la démocratie. Oui, maintenant, à l'arrivée à Conakry. Arrivé à Conakry, Oui. je reçois des offres. Une offre officielle du président Bamamadou qui vient chez moi. Il a dit, j'ai appris que tu veux faire la politique. Mais écoute, ne crée pas un parti, je te donne l'UFDG. Je dis, bon, président doyen, merci beaucoup de la confiance. Il dit, vraiment, si toi tu as le courage de faire la politique, vraiment, ce sera une chance pour la Guinée. Moi, je te donne l'UFDG. Parce que moi, je te connais bien, mais malheureusement, le monde ne te connaît pas. Mais je ferai en sorte que tu sois bien connu par les Guinéens et à travers le monde. Je dis, laissez-moi réfléchir. Des gens de l'UPR, pas la haute direction, viennent me voir, me dire, non, il faut que tu viennes à l'UPR. Je dis, mais comment, qu'est-ce que vous me proposez? Il dit, non, il faut venir, on va négocier pour que tu prennes la direction du parti. Mais c'était quelques individus. Au niveau de la direction de l'UPR, il y avait une ferme opposition à ça. L'UPR, à tort ou à raison, me reprochait d'avoir affaibli le parti au Fouta en défendant le PIP, ce qui n'était pas tout à fait faux. Je ne visais pas l'UPR en tant que tel, mais j'ai fait la campagne pour le président Conté et parfois pour le PIP à l'occasion des élections législatives. Qu'est-ce que j'avais? Des arguments de taille. J'étais certes au gouvernement, mais j'estime qu'avec Conté, la liberté des citoyens a été une réalité. C'est une région où, source d'émigration. Vous ne pouvez pas dire à votre allié d'aujourd'hui, RPG, qu'à l'époque, la liberté des citoyens était garantie. Non, c'était... Attendez. Nous sommes en 84. Nous étions dans un régime très autoritaire. C'est vrai que Sékou Touré était le pionnier de la libération de la Guinée et même de la décolonisation de l'Afrique. Mais en ce qui concerne les libertés, en Guinée, il y avait énormément de restrictions. Vous vous souvenez du Camparo et tout, je ne reviens pas là-dessus sur ce débat entre partisans et adversaires de Sékou et de ce régime. Mais ce qui est vrai, avec Conté, c'était la liberté d'association, avec le multipartisme intégral, la liberté d'expression, la liberté d'entreprise, avec la liberté... réservé aux militants du RPG. Hein? Il veut faire allusion au traitement réservé par votre Non, gouvernance. je n'ai pas dit que le régime était parfait, mais on est sorti d'un régime autoritaire à un régime libéral. La liberté des citoyens était totale. Les gens pouvaient voyager, rentrer chez eux. Lorsqu'ils ont acquis des biens ou de l'argent, ils viennent investir dans leur village, on ne leur demande pas de compte. Cette liberté d'aller et de venir, d'investir, avec la libération de l'économie qui a accompagné, a permis à beaucoup de Guinéens de venir mener des activités de leur choix et de gagner de l'argent. Il y a eu donc cette liberté des citoyens qui a été quand même donnée par ce régime-là. Alors donc cette campagne-là, je l'ai menée pour dire qu'on n'avait pas raison de rejeter le président Conté, qu'il fallait le soutenir. C'est par celui-là que la liberté des citoyens et le développement local même est arrivé. Parce que beaucoup de ressortissants de la région ont construit des maisons, ils ont chez eux, et il y a eu aussi l'effort d'investissement pour le désenclavement des villages, avec les pistes rurales, avec les centres de santé, avec des écoles partout. Je rappelle que lorsque le président Conté est arrivé, le taux d'inscription au brut était à 26%. On est passé à 76% à sa mort. Donc on ne peut pas dire que c'était nul. Mais bref, ce n'était pas là. On est sur la question de mon arrivée à l'UFDG. Alors l'UPR m'a
proposé, certains cadres de l'UPR estimaient que j'avais ce qui manquait à leur leader, c'est-à-dire le réseau international, puisque lorsque j'étais Premier ministre, ils m'ont vu avec tous les grands de ce monde, le roi Fahd, le roi Abdallah, le président Bush, Obasanjo, Bouteflika. Le sommet des Nations Unies. Voilà. Un peu partout, converser avec des hommes, les grands de ce monde ou de l'Afrique. Donc, certains ont estimé que je pouvais apporter ça à l'UPR. Oui. Malheureusement, certains étaient hostiles. Ils estiment que j'ai nui à l'UPR, qu'on ne peut pas prendre le parti et me donner. Finalement, je me suis résolu à venir à l'UFDG. Il y avait la notoriété de Mamadou et de Baouri, il faut le dire, mais le parti n'était pas implanté. Vous n'avez consulté personne pour prendre cette décision? J'ai consulté quelques amis. Qui, par exemple? J'ai consulté mon grand frère, le vieux Selou, je lui ai demandé, et puis j'ai Kassouri, à l'époque j'avais d'excellentes relations avec Kassouri, je lui ai demandé son avis. Bref, finalement, j'ai décidé de prendre... Qu'est-ce qu'il a dit, lui, particulièrement, Kassouri? Non, il m'a dit qu'il pense que c'est plus prudent pour moi d'aller à l'UFDG. D'accord. Qu'il connaissait? Connaissait, mais je lui ai posé le problème. Parce que finalement, l'offre de l'UPR, avec beaucoup de négociations, c'est d'aller pour être adjoint. Et puis, on verrait au moment des élections, il pourrait, compte tenu de mon expérience dans la gestion de l'État, il pourrait pu peut-être me désigner comme candidat. Mais il n'y avait pas de garantie. Donc, mais au-delà de ça, mais il y avait ma propre analyse aussi de la situation. Donc, j'ai pris l'UFDG, j'ai accepté d'aller avec l'UFDG. Et puis, en novembre 2007, on m'a installé en attendant le congrès comme président de l'UFDG. Alors, voilà comment je suis arrivé. Comment j'ai fait de l'UFDG. Bon, allez-y. Oui, allez-y, Sanso. Alors, votre histoire à la tête de l'UFDG, c'est aussi des élections, notamment celle de 2010, où vous êtes arrivé le premier tour. Au premier tour avec 43,76%. Est-ce que vous y attendiez un tel score? À peine 3 ans à la tête du parti. Comment vous l'expliquez? Oui, d'abord, il faut peut-être... ça, c'était le résultat des efforts aussi qu'on a déployés. J'ai eu énormément de chance. Ce n'est pas qu'un mérite. Il y a une dose de chance. Lorsque j'ai pris le FDG, j'ai eu beaucoup d'hommes et de femmes qui ont décidé de me rejoindre, certains même de m'accompagner. Les ressortissants ont joué un rôle important. Les comités de soutien ont joué un rôle important. Il y avait déjà des comités de soutien qui étaient nés avant que je ne vienne à l'UFDG. Dès que j'ai eu mon intention de faire la politique était connue, il y a eu des comités de soutien, comme la section Motard, la section Serre-Tab, un comité de soutien à Dakar, il faut leur rendre hommage, un comité de soutien à New York, un peu en Europe, pour m'encourager justement à faire la politique. Et la stratégie qu'on a essayé de mettre en œuvre en consultation avec le doyen Mamadou, il dit c'est l'implantation du parti. Parce qu'il m'a dit, écoute, on n'a pas implanté le parti parce qu'on n'a pas les moyens. Il faut vraiment, je pense que c'est la priorité. On a décidé donc de dépêcher des gens pour installer le parti sur l'ensemble du territoire national. À fin juin 2008, on avait une section dans les 304 CRD, dans les 304 sous-préfectures du pays. Et le secrétaire général avait une moto UFDG. Donc le parti s'est implanté dans tout le pays dès 2008. Et puis, on a commencé, au niveau de Conakry, on a eu près de 500 comités de base. 500 comités de base dans les secteurs. Et les sections, c'est au niveau des quartiers. Ensuite, les fédérations au niveau des communes. Après, on a décentralisé plus tard pour avoir par exemple, 3 fédérations à Ratoma et à Matoto. Mais au départ, chaque fédération, chaque commune avait une fédération. Chaque quartier, une section. Et chaque secteur d'un quartier, une section. On a fait ça dans tout le Grand Conakry. Et donc, cette implantation a permis de rendre l'UFDG visible sur l'ensemble du territoire national. Et donc, nous avons naturellement préparé, entre-temps, il y a eu la chute, le décès, la mort du général Conté et l'arrivée de la junte, avec laquelle on n'a pas eu de très bonnes relations. Donc, on a résisté à beaucoup. Mais déjà avant la mort du président de Conté, j'avais des conflits avec le PIB.
et avec le PIP et un peu l'UPR, même si c'était parce que la chance qu'on a eue, lorsque j'ai décidé donc d'envoyer des équipes pour implanter le parti, par exemple au Fouta, il y avait 2 partis. Il y avait le PIP et l'UPR. Mais les structures des 2 partis se bousculaient pour être dirigées l'UFDG. On a dit d'abord la fédération de Mamou, avec toutes les structures, démissionner et rejoindre l'UFDG. C'est fait le tour de Dabola, de Tougué, de Koubia, et de Mali, sauf l'Abbé où il y a eu une résistance au niveau de la fédération, mais pas au niveau de la population. Au niveau de la fédération, il y a eu une résistance farouche, parce qu'on considérait que j'ai plutôt nui à l'UPR et que je suis en train encore de continuer à nuire à l'UPR. Donc nous avons implanté en forêt, en Côte-Guinée et en Basse-Guinée, partout, dans toutes les sous-préfectures, il y avait une section de l'UFDG. Et donc c'est dans... Bon, je pense que ça a contribué et qu'effectivement a donné le résultat de 43,76% exactement. On arrondit souvent à 44%, mais le score qu'on a eu, c'est 43,76%. Combien de voix? Parce que de l'autre côté, on retorque en disant que les 43 ou près de 44% correspondaient à 800 000 électeurs, alors que l'électorat de cette année, c'était 3 millions. C'est que les gens n'étaient pas allés voter. Bon, il y a eu, je pense, un peu de tripatouillage par rapport au... Donc ces 43% correspondaient à combien de voix exactement? Non, je ne me souviens pas exactement. C'est 800 000. Non, je ne sais plus. Je ne sais plus les chiffres. J'ai retenu la part relative. Sur 3 millions. J'ai relatif, parce que de toute façon, les parts des autres aussi étaient ça. Moi, je n'étais pas... Oui, Alpha était venu... 18% Alpha. Oui, 18%. Sidi à 13. Oui. Il y a eu quelques cafouillages, je crois, à un moment donné. La question n'était pas de savoir pour Cellou. C'était entre Sidia et Alpha qui devaient aller au deuxième tour avec moi. Oui, c'est dans ça qu'il y a eu. On avance. On a eu des annulations, Oui. des annulations et des Par-ci, trucs. par-là. Voilà. Ouais. Allez-y. Vous dites que Feu Mamadou vous a dit nous n'avons pas pu installer le parti parce que nous n'avons pas eu les moyens. Vous, est-ce que vous êtes arrivé avec les moyens ou bien oui. vous avez construit, vous avez mis en place un dispositif de mobilisation de ressources vous permettant de vous installer aussi rapidement? Je dois dire qu'il y a eu beaucoup de militants ou de sympathisants qui ont décidé de m'accompagner dans cette y aventure. compris financièrement? Financièrement, oui. Il y a eu des gens qui m'ont aidé. Oui. Il y a eu des gens qui m'ont aidé. Il y a quelqu'un qui m'a donné 300 motos. Il y a un autre qui m'a donné 200 motos. Donc si je dis que toutes les sous-préfectures, chaque section a une moto UFDG, c'était que les gens m'ont aidé. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont aidé. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous êtes fiers de ce que vous avez fait avec le parti? Malgré cette massification, vous n'êtes toujours pas au pouvoir. Est-ce que ça, ce n'est pas un goût d'inachevé? Oui, je dois d'abord dire que j'étais très satisfait du travail qui a été fait et qui a donné les résultats dont il vient de parler. Quand même, on est 24 candidats, donc 4 anciens premiers ministres, près d'une dizaine de ministres. Oui. Lorsque vous venez, moi j'ai commencé pratiquement en 2008 à faire la politique pour moi. Donc, à obtenir un tel résultat, je m'en suis réjoui et je n'ai pas manqué de féliciter mes collaborateurs qui ont contribué à cette implantation. Ils étaient nombreux. Bien sûr que maintenant, ça a surpris tout le monde et les gens se sont organisés. Il y a eu beaucoup de tractations. Personne n'arrive à expliquer qu'avec cet avantage, le soutien de Sidia, qui était le faiseur de roi, oui, compte tenu de sa position de 3e, compte tenu du soutien de Abbé Silla, qui avait quand même aussi 4%, que M. Alpha Condé, qui n'avait que 18%, soit proclamé vainqueur. Et le monde entier s'est étonné. Évidemment, lorsqu'on a publié les résultats du premier tour, il y a des gens, pour diverses raisons, sur lesquelles on ne peut pas revenir, ce n'est pas descendre de rappeler tout. On dit non, ce n'est pas possible, on ne peut pas laisser Cellou, on ne peut pas le laisser prendre le pouvoir. Alors, la première disposition qui a été prise, c'est de ne pas organiser à bonne date le second tour. 2 semaines. C'était 2 semaines après la proclamation. Je me suis battu, j'ai tout fait pour avoir le deuxième tour. Le deuxième tour doit être organisé dans les mêmes conditions que le premier.
Mais au niveau du gouvernement de la transition, de la hiérarchie militaire, des extrémistes avaient réussi à convaincre certainement ceux qui étaient là de ne pas donner le pouvoir à Cellou pour de diverses raisons, dont certains sont vraiment... subjectifs. Non, ouais, et puis voilà. D'accord, oui. Bon, donc... Question, Oui, sur cet entre-deux tours, vous dites que les gens ont été surpris. Est-ce que vous-même n'avez pas été surpris? Peut-être que dans la foulée, vous avez peut-être eu un excès de confiance. En tout cas, ça se dit, au point que vous n'avez pas suffisamment insisté pour que le second tour se tienne à bonne date. Parce que quand vous avez 43, près de 44% au premier tour, vous aviez suffisamment de force derrière vous pour imposer que le second tour s'organise à bonne date. Oui, écoutez, vous avez peut-être raison en partie. Alors, je vais vous décrire le contexte pour vous permettre de vous mettre à ma place. J'ai donc cet avantage de 43-76. J'ai le soutien de Sidya, j'ai le soutien de Abe et d'autres qui avaient des scores moins importants. Mais lorsque je vais agir, on dit non, il ne faut pas gâter ta victoire. C'est déjà acquis. Oui, c'est vrai, c'est excès de confiance, pas excès de confiance, puisque j'ai négocié avec tous les autres pour qu'ils me soutiennent, y compris Lansana Kouyanté, François Fall et les autres que je connaissais, Jean-Marc Teliano, Papa Koli. Je leur ai demandé leur soutien. Avec Kouyaté, j'ai insisté particulièrement, je suis allé 2 ou 3 fois chez lui pour essayer de le convaincre de se joindre, pour qu'on puisse, surtout, une fois au pouvoir, réconcilier les Guinéens. On a besoin de représentants de toutes les communautés, de toutes les trucs, et on a besoin de ça, parce que mon objectif, c'est vraiment unir et de servir la Guinée, comme je le dis. Alors, bien entendu, je n'ai pas obtenu, par exemple, le soutien de Kouyaté. Ils disent qu'ils sont passés au vote, ou bien ils disent que je n'ai pas accordé beaucoup d'importance. Mais alors, face à l'insistance pour que le second tour se fasse, lorsque le gouvernement de transition n'était pas favorable, parce que c'est eux qui arbitrent en quelque sorte, mais le gouvernement de transition, c'est comme s'il était acquis à l'idée qu'il ne faut pas donner le pouvoir à Cellou, pour toutes les raisons que vous savez. Il ne faut pas... qu'est-ce que je fais? Si je déclenche les hostilités, les hostilités, des manifestations, alors le risque, c'est 2 choses. Oui, alors, le risque... C'est 2 choses, oui. Oui, de 2 choses. La première chose, oui, c'est pour peut-être pérenniser l'armée au pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, y compris même des ministres qu'on a désignés, qui estimaient qu'il faut rester, allonger la transition, parce qu'ils voient toujours l'exercice d'une fonction ministérielle comme un avantage dont il est difficile de se débarrasser. Ou alors, Alpha lui-même, il avait été réputé avoir, bon, c'était sa dernière chance, il était prêt à tout, y compris à mettre le désordre et la violence. Et que moi, je n'avais pas intérêt à faire ça, si un report de 2 semaines, de 3 semaines ne changerait rien à la chose. Ça n'a pas changé, j'ai gagné le 2e tour. C'est ce qui est mal connu, puisqu'Alpha a été proclamé vainqueur. Mais on a pu mettre en évidence cette victoire. Et aujourd'hui, que les langues se sont déliées, même ceux qui ont participé au complot pour me priver de ma victoire, il y en a qui ont avoué que c'était comme ça, voilà comment les choses se sont passées. Alors, pour terminer avec les 16 ans à la tête de l'UFDG, vous avez l'occasion de convaincre ceux qui pensent que, et là c'est le Dalein Diallo qui est à cheval pour prôner l'ancrage démocratique, en toile de fond l'alternance au pouvoir, et qui soit resté 16 ans à la tête d'un parti politique. Comment vous pouvez leur expliquer ce paradoxe qu'ils nourrissent, ces personnes? Un parti politique n'est pas un État. Un parti politique, c'est une association régie par les statuts et le règlement intérieur. En adhérant au parti, vous êtes censé lire les statuts et le règlement intérieur ainsi que le programme du parti. Il n'est pas prévu de limitation de mandat dans toutes les associations, dans tous les partis politiques. Nous organisons régulièrement les congrès et tous les responsables ont la capacité, la possibilité de se présenter à la place du président. Aujourd'hui, je suis ouvert. S'il y a quelqu'un qui estime qu'il a la confiance de nos militants au point de gagner, d'être élu président du parti, mais je m'inclinerai.
Je suis un démocrate convaincu et c'est reconnu. Je n'ai jamais empêché, ni pas dans les textes, ni dans les faits, quelqu'un d'être candidat à un poste de responsabilité au niveau du parti. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas se battre pour la démocratie, manifester, mourir pour ça, et puis à l'intérieur de la structure dire que personne n'a le droit d'être candidat à un poste de responsabilité. Il y a des structures qui sont mises par consensus, mais ces structures sont élues. Mais au Congrès, le président est élu. On a organisé déjà 2 congrès. J'étais candidat, je n'ai pas eu de rival. C'est vrai, quelqu'un ne s'est pas porté candidat, mais personne n'était privé de ce droit, qui fait partie des statuts du règlement intérieur. Vous comptez rester encore longtemps à la tête de l'UFDG, même après les prochaines échéances électorales où vous êtes annoncé? Écoutez, j'ai dit à cet égard, je surveille ma chantier. Si j'ai les capacités et la confiance, la capacité physique et intellectuelle de diriger le parti à la construction duquel j'ai apporté une valeur ajoutée non négligeable pour que l'UFDG reste plus fort, si j'ai la confiance, la santé physique et intellectuelle, la capacité intellectuelle, mais je ne refuserai pas d'être réélu. Oui, mais l'inquiétude, c'est la fabrication du culte de personnalité. Parce que quand c'est toujours Elhadji Cellou Dalein, le jour où vous ne serez plus là, est-ce qu'il y aura quelqu'un pour supporter l'héritage à telle enseigne qu'on a vu d'autres partis? Une fois que le premier grand leader passe, le parti ne survit plus. Ouais. Est-ce qu'il y a de fortes chances à cette allure, après vous, que vous êtes en train de préparer? Voilà, ce risque n'existe pas. N'existe pas au niveau de l'UFDG. L'UFDG survivra au président. Est-ce que vous y travaillez déjà? J'ai réfléchi. Oui. Et je m'y prépare. À vous préparer? Oui. Ah, parce que je ne suis pas éternel. Vous avez une espèce de test. Aujourd'hui, mes indicateurs de santé m'indiquent que j'ai encore quelques années. Oui. J'ai la capacité d'animer encore le parti. Et je sens que la confiance des électeurs des Guinéens ne fait que se renforcer. Je ne peux pas trahir en disant que je vous abandonne. Certains sont venus au niveau du parti à cause de leur confiance en moi. Tant que cette confiance, je la sentirai, tant que je sentirai que j'ai la santé physique, j'ai la santé intellectuelle, naturellement, je continuerai à me présenter. Non, là nous sommes d'accord. Maintenant, c'est comment assurer l'après. L'après, j'ai vu le PDG s'effondrer. Ouais. J'ai vu le PIP s'effondrer. Ouais. J'emploie le RPG éclater. Ça n'arrivera pas à l'UFDG. Je prendrai toutes les dispositions pour que le parti survive à son président. Vous avez déjà commencé à les... Alors, par rapport à la... non, mais ça, c'est des questions sensibles que je ne peux pas révéler ici, mais soyez sûr que l'UFDG survivra à son président. Alors, par rapport à 16 ans, par rapport aux 16 ans, la toute dernière question sur il a dit tout à l'heure, vous avez réussi à densifier, à massifier le l'UFDG, mais ce qui se dit par contre, en revanche, Monsieur le Président, c'est que malheureusement, vous n'avez pas réussi à rendre l'UFDG aussi transversal que vous l'avez souhaité en allant vers les autres leaders en 2010. Alors, qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? D'abord, écoutez, transversal, oui. Ce n'est pas la réalité. Ça, c'est la campagne de dénigrement orchestrée par mes adversaires. Oui, il est populaire dans une communauté, dans une région. Ce n'est pas vrai. Ah bon? Ça, c'est la campagne pour justement expliquer aussi que ceux qui se croyaient forts se sont rendus compte qu'il ne représente pas grand-chose devant lui. Il fallait le discréditer, le présenter comme un leader d'une communauté, peut-être même d'une partie de la communauté. Ce n'est pas vrai. Moi, je vous ai dit, j'ai implanté le parti dans toutes les sous-préfectures de Guinée. J'ai fait la campagne en 2010. Il n'y a pas une seule préfecture que je n'ai pas visitée. J'ai visité 250 sous-préfectures sur les 304 à l'époque pour solliciter le suffrage des Guinéens, de tous les Guinéens et de toutes les régions. Donc, et ça, c'était pendant la campagne. Ce que tous les autres non, aussi, ça que attendez, non, je vais dire que ce n'est pas que j'ai cité Sidia et Abbé. Il y avait Souma Jessi, il y avait Charles-Pascal Tolno, il y avait Badiko, il y avait beaucoup d'autres leaders quand même qui m'avaient rejoint, et Mokhtar Diallo. Et donc, ce n'est pas à dire que je n'ai pas pu convaincre certainement Papa Koli, Kassori Fofana, François Fall, comment il s'appelle, et d'autres sont allés avec Alpha. Mais
Moi, je suis aujourd'hui implanté dans tous les partis. Et si vous avez vu les élections locales, comment j'ai raflé la mise un peu partout, en Basse-Guinée, vous avez vu comment j'ai gagné à Kindia, à Dubreka, à Boké, ville, à commune urbaine, Sangaredi, Kamsar, Fria, et Manea, et Matoto, Dixine. Je pense. 16 ans, c'est une rétrospection. Massanta, la commune de Massanta, gérée par l'UFDG. La toute dernière question, Condé, si vous me permettez. Oui, parce qu'on doit avancer. Là. 16 ans, c'est vraiment une rétrospection de tout ce qui s'est passé depuis que vous êtes à la tête. Où est la place de Baouri dans les 16 ans de règne de Ella Selou Dalein Diallo? Et parce que on regarde le rétroviseur, on fait le tableau, l'autopsie. Oui. Quelle est sa place? Est-ce que vous regrettez? Lorsque Bamamadou m'a proposé de venir prendre la tête du parti, je pense que c'était en accord avec Saliou Bella, qui était le vice-président du parti, et de Baouri, qui était secrétaire général. Ils m'ont accueilli et ils ont applaudi. Après, mes chemins ont divergé avec Baouri. On ne peut pas le suivre dans les conditions. Vous le regrettez aujourd'hui que vos chemins Non, divergent? écoutez, vous savez, dans la vie politique, chacun garde sa liberté de choix. À un moment donné, bon, il était avec Alpha Condé, et puis bon, les choses se sont dégradées, malheureusement, et on a dû se séparer. Mais on a cru comprendre qu'à un moment donné, lui-même avait voulu faire une espèce d'amende honorable et de vouloir retourner à l'intérieur du parti, mais que ce serait plutôt de votre côté, il y aurait eu un refus. Non, je n'ai pas été informé d'une telle démarche ou d'une telle initiative de sa part. Alors, on va avancer. Mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission Refaire le monde en déplacement à Dakar. L'émission reçoit donc Ella Selou Dalein Diallo. Avec lui, on commente l'actualité sociopolitique. On va s'intéresser maintenant, Ella Selou Dalein Diallo, à la gouvernance actuelle du pays par le CNRD, la gouvernance administrative. Boubacar Sansoubari. Oui, vous êtes ancien ministre, vous connaissez suffisamment l'administration guinéenne. Il y a plus de... Ancien Premier ministre. Patron de l'administration. Voilà, c'est le dernier grade. D'accord. Oui. Donc, ça renforce ce que je voulais dire. Vous connaissez parfaitement l'administration guinéenne. Depuis 2 ans, le CNRD et le gouvernement de la transition sont à la tête du pays. Qu'est-ce que vous dites du fonctionnement de l'administration? Écoutez, je ne connais pas parfaitement. J'ai une expérience acquise dans l'exercice de haute responsabilité au service de l'État. J'ai été effectivement directeur général à la Banque centrale, administrateur des grands projets, adjoint à M. Kassori Fofana, il faut le rappeler. J'ai été ministre et Premier ministre. C'est sûr que j'ai une certaine expérience de l'administration et des questions de développement et tout. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? D'abord, vous le savez, j'ai applaudi l'arrivée du CNRD. J'ai apprécié beaucoup parce qu'on était dans une crise née de cette situation, de ce problème de 3e mandat, et surtout que l'élection présidentielle, les violences post-électorales d'octobre 2018 ont coûté extrêmement cher à l'UFDG et à l'ANAT. 51 morts, 47 abattus, à bout portant dans les rues qui fêtaient notre victoire, 4 morts en prison de Roger Bamba, faute de soins. La moitié de mes collaborateurs en prison pour fabrication et détention d'armes de guerre. Nous étions dans une situation difficile. Mais ce n'est pas la libération des prisonniers, la restitution des passeports et la récupération du siège et de mes bureaux à CBG que j'ai applaudi. Certes, ça aussi, mais le discours de Doumbouya, qui s'est engagé résolument devant le peuple guinéen et devant la communauté internationale, de mettre fin à l'instrumentalisation de la justice. Le FDG en avait beaucoup souffert, vous le savez, parce que vous étiez avec nous dans les rues. Près de 250 morts qui n'ont pas eu droit à la justice, et moins encore à la réparation. La justice n'osait pas. Elle a d'ailleurs confessé lorsque le CNRD a pris le pouvoir. Elle dit qu'elle n'était pas libre. Donc on a pensé qu'on rentrait dans une nouvelle ère où la justice allait dire le droit, rien que le droit et tout le droit. Le colonel Doumbouya s'était engagé à mettre fin au piétinement des droits et libertés des citoyens. Le combat
que moi je mène en tant que démocrate convaincu à la tête de l'IFDG, c'est pour l'exercice par tous les citoyens de ces droits et libertés. Lorsque quelqu'un prend le pouvoir, même par les armes, il s'engage à mettre fin au piétinement des droits et libertés des citoyens. Il s'engage à mettre fin à l'instrumentalisation de la justice. J'ai applaudi et je l'ai soutenu. Par mes maigres moyens, j'ai reconnu son pouvoir. J'ai demandé aux gens de se mobiliser pour l'accompagner. Je suis allé à l'extérieur, partout où ma voix porte, pour rappeler que celui qui est déposé exerçait un troisième mandat illégal et illégitime, obtenu dans le sang, en perpétrant un coup d'État constitutionnel et en opérant un hold-up électoral le 18. J'ai dit qu'il faut accompagner les jeunes militaires qui ont pris le pouvoir. C'est un pas important vers le retour à l'ordre constitutionnel, au regard de leur discours. J'ai fait le tour du monde, l'Afrique, l'Europe, les États-Unis, les Nations Unies, pour défendre, demander d'accompagner et non de sanctionner ce coup d'État. Parce que ce n'était pas un coup d'État qui mettait fin à un coup d'État, compte tenu du discours et des perspectives ouvertes par le discours de prise du pouvoir. Et c'est là beaucoup ne vous ont pas... Donc aujourd'hui, la réalité, si on doit juger l'administration, si on doit juger la transition, le président avait dit qu'il allait mettre fin à la corruption. Et qu'à cet égard, il n'aura ni amis, ni parents, et que sa main ne tremblera pas. Qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui? Vous voyez les acquisitions de domaines. Vous voyez des buildings sortir de terre par l'élite dirigeante. Des marchés de gré à gré, peut-être 80%, dit-on, des contrats publics sont conclus de gré à gré avec des amis ou des parents. Lorsqu'on lutte contre la corruption, on veille d'abord à ce que le code des marchés, qui est une loi organique, soit respecté. Parce que le marché de gré à gré... Monsieur le Président, le gré à gré n'est pas une procédure illégale dans la passation. Non, c'est une procédure irrégulière, condamnée. Il y a des exceptions qui sont prévues. Mais l'exception doit être l'exception et non la règle. Aujourd'hui, c'est la règle. Et le marché de gré à gré a plusieurs inconvénients. Dans le nouveau code des marchés publics, il y a un seuil à ne pas dépasser. Et il y a un seuil. Par les différents départements. Oui, allez-y. Attendez. On dit que toute commande publique supérieure à un certain montant doit faire l'objet d'un appel à la concurrence. Bien entendu. Avant, c'était 20 millions. Aujourd'hui, je ne sais plus à quel niveau se trouve le truc. Mais pourquoi le code? Pourquoi on évite le marché de gré à gré? Parce que ça d'abord introduit une discrimination entre des contribuables des entreprises qui sont dans le même secteur. Vous choisissez arbitrairement une parce qu'elle est dirigée par votre ami ou parce qu'elle vous promet des rétrocommissions importantes. Ce n'est pas transparent. Donc, la justice commande que vous faites un appel à la concurrence pour que toutes les entreprises opérant dans le secteur fassent leur offre. Si vous choisissez à votre discrétion l'entreprise de votre ami, de votre parent, c'est de l'injustice vis-à-vis des autres. Un. De deux, ça génère généralement des rétrocommissions importantes. Dans la course à l'enrichissement personnel, les gens utilisent beaucoup plus le gré à gré, sans compter l'aspect discrimination que le gré à gré comporte, mais vous avez aussi, ça enrichit la classe dirigeante. Et vous avez l'impression aujourd'hui que la classe dirigeante... Non, il y a trop de marché, il n'y a pratiquement pas d'appel d'offres. Tous les grands chantiers d'infrastructures prioritaires, les routes, c'est des marchés de gré à gré. On appelle quelqu'un, on donne quelqu'un. Ce n'est pas juste ça. Ça, c'est le signe de la mauvaise gouvernance. C'est un signe visible de la mauvaise gouvernance. On ne peut pas prétendre lutter contre la corruption et laisser prospérer les marchés de gré à gré, compte tenu de tous les inconvénients que ça comporte. C'est d'abord la qualité de la prestation, parce que déjà, lorsque vous faites un cahier de charge, vous décrivez la personne, l'entreprise et son expérience. Vous avez besoin d'une expérience donnée. Vous avez besoin de vous assurer que l'entreprise qui compétit a les compétences pour réaliser le travail. Et maintenant, vous regarderez les prix et toutes les garanties qu'elle peut présenter. Vous choisissez la meilleure. Mais...
Alors, sur ce plan, je pense que l'administration, parce qu'il faut juger par rapport aux engagements et aux règles. La charte de la transition et les engagements pris ne sont pas respectés. La lutte contre la corruption passe d'abord par la bonne gouvernance, et la bonne gouvernance suppose que vous devez être juste vis-à-vis de toutes les entreprises qui doivent avoir l'égalité des chances dans l'accès à ces marchés, d'une part, et parce que vous allez veiller à ce que la prestation soit de qualité et vous devez choisir le meilleur. Vous devez choisir le meilleur. Voilà, on va partir à la pause. On se reprendra tout à l'heure pour la suite de l'émission On refait le monde. La team ORLM refait le monde avec vous sur Joma TV. Et tout le réseau synchronisé de Joma FM. Aboubacar Condé, Lamine Moniouma Sissé, Sanso Bari Sekou Keïta, Baïla Traoré, Cheikh Sadi Boundoy et Habib Marouane. vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi. De 17h à 19h dans ORLM Votre émission de décryptage et débat. de Joma Media. Retour ici en plateau avec le même invité, l'âge Cellou Dalein Diallo, depuis Dakar, où il vit en exil depuis bientôt 2 ans maintenant. Avec l'âge Cellou Dalein Diallo, nous sommes en train de revoir l'actualité sociopolitique de notre pays, la Guinée. Alors, nous étions avec la gouvernance économique, notamment la passation des contrats de gré à gré. Oui, Lamine Moniouma Sissé, question pour Elage. Non, je voulais juste apporter une petite précision. Oui, avant le de Code des continuer. marchés publics a entre-temps évolué depuis quelque temps. Oui. Donc le seuil ne se lit plus en fonction de la valeur du marché, mais plutôt du budget alloué à un département. Voilà, donc, et les autorités se défendent en disant que cela est encore respecté et que ça même l'approbation de la CGP qu'ils ont fondée, qu'ils ont mise en place. Donc c'est pour dire que ça ne peut pas, à cet effet, en se fondant sur cette argumentation, être la preuve d'une éventuelle corruption. Bon, regardez au niveau des investissements dans le secteur des routes et des BTP. Parce que selon les informations dont je dispose, tous les marchés octroyés pour la construction ou la réfection des routes sont des marchés de gré à gré. Alors, et même les aéroports, les aérodromes. Les aéroports, les aérodromes, ça c'est des marchés de gré à gré. C'est une question à la fois morale et politique. Comme je l'ai dit, il est important pour la qualité des prestations de choisir les entreprises qui ont la capacité de respecter le délai et le budget et de livrer un produit de bonne qualité. Et ça, au-delà du code de marché, vous avez besoin de sélectionner parmi les meilleurs. Si vous appelez votre ami politique... C'est ce qui est fait, non? Oui, c'est ce qui est fait. Là, et vous êtes engagé à lutter contre la corruption et vous dites que vous n'aurez pas d'amis et de parents et vous laissez prospérer ces pratiques qui mettent en cause la qualité de la dépense publique. Parce que vous risquez d'avoir une prestation qui n'est pas à la hauteur des montants décaissés. Et parce que l'entreprise n'est pas à la hauteur, parce qu'elle a fixé ses prix. Vous avez fixé ça dans votre cabinet, vous avez fixé avec le risque de rétrocommission importante, et c'est le contribuable qui paye. Et il n'y a pas de contrepartie dans la prestation. Donc, lorsqu'on veut lutter contre la pollution, on doit avoir à cœur de veiller à ce que les marchés se fassent dans le cadre d'un appel à la concurrence. Il y a l'opinion qui a une impression, peut-être que vous n'y êtes pas. Aujourd'hui, on dit que les marchés attribués sont faits dans le délai et que les travaux sont bien faits. Est-ce que cela ne donne pas raison au CNRD qui passe ainsi ces marchés? Et passant à retour, on a une très bonne appréciation des marchés qui sont exécutés. Aucun fonctionnaire ne peut être au-dessus de tout soupçon. Aucun homme est parti. La tentation pour l'argent peut être forte. Il faut protéger les ressources publiques. La meilleure manière de les protéger, de mettre fin aux rétrocommissions, c'est de faire en sorte que l'attribution du marché soit transparente et que le marché soit attribué aux meilleurs parmi d'autres. Parce qu'en faisant votre offre, si vous savez que vous avez des concurrents à côté, vous limitez vos marges.
Mais lorsque vous rentrez dans un bureau fermé, vous discutez avec un ministre, bon, je te donne son marché, combien tu me donnes? Tu doubles le prix. Parce que ce n'est pas vous qui donnez. C'est l'argent du contribuable. Ouais. Donc il faut... Voilà. Parce que peut-être en partant de l'attribution des marchés, vous n'êtes pas satisfait de la lutte contre la corruption, mais il y a la CRIEF. Et la preuve, c'est que dernièrement, il y a même l'ancien ministre de la Santé, après son limogeage, qui a été entendu. Ça veut dire que peut-être qu'il y a des éléments qui peuvent échapper en amont, mais il y a un processus de récupération pour faire en sorte que les gens soient dissuadés. Qu'est-ce que vous pensez du fonctionnement de cette CRIEF-là, pas nécessairement en rapport avec les anciens dossiers, par rapport à la gouvernance d'aujourd'hui? Ben, écoutez, j'ai entendu très peu de dossiers relatifs à la gestion des actuels dirigeants au niveau de la CRIEF. Le cas de PT est peut-être un premier cas, ou le cas de Alpha Diosso, qui était ministre de TP, mais j'ai entendu très peu de dossiers transmis à la CRIEF concernant la gestion de ceux qui gèrent actuellement le pays. Il y a une cinquantaine de dossiers concernant les cadres du système actuel et qui sont transmis à la justice selon le parquet spécial de la CRIEF. Mais est-ce que ce discours que vous avez rappelé tout à l'heure, Monsieur le Président, de Doumbouya, qui dit sa main ne tremble pas et qu'il n'hésitera pas, il ne faillira pas, ne se traduit pas, comme l'a dit Sanso, par le fait que c'est un acte sans précédent dans notre pays, qu'un ministre soit démis pour des faits présumés de corruption, oui, et qu'il soit traduit devant les juridictions. Est-ce que cela n'est pas une lueur d'espoir que les choses peuvent aller désormais dans notre pays? Bon, on verra. C'est-à-dire vaut mieux prévenir que guérir. C'est qu'actuellement, la perception que les Guinéens ont de cette gestion par rapport justement à la sécurité des ressources publiques, cette perception, c'est que lorsqu'on voit comment on acquiert des domaines importants, qu'on construit des buildings ici et là, l'enrichissement de l'élite dirigeante est visible à tous les niveaux et c'est souvent dénoncé. Et donc, et cette prolifération des marchés de gré à gré est aussi un signal qui ne rassure pas ceux qui ont, quant à la volonté justement du CNRD de lutter contre la corruption. Alors, pour évoluer par rapport aux infrastructures... Il va finir, après je vous donne la parole. Allez-y, Sanso. Justement, Condé a effleuré tout à l'heure le sujet par rapport aux infrastructures. Il y a un cas particulier, et on a lancé la compagnie aérienne. Dans cette optique, on est en train de reconstruire les aérodromes. Vous, on va dire le secteur, vous le connaissez plutôt bien. Qu'est-ce que vous pensez et de la volonté de relancer Air Guinée et de la manière dont on veut s'y prendre? Surtout qu'on a parlé de l'acquisition d'avions, entre-temps qui ont disparu. Alors, ce qui est... Vous avez appris, non? Oui, j'ai appris. Toujours sans appel, dans des conditions souvent opaques. Mais ce n'est pas parce qu'on dit que c'est un minier qui donne un avion. Ensuite, ce n'est pas un achat, ce n'est pas un don, c'est une acquisition. Je ne sais pas. C'est une mise à disposition. Une mise à disposition, voilà, tu as trouvé l'expression. Alors, ce qui est constant et connu, c'est que les compagnies aériennes ne sont pas rentables. Et il faut savoir que nous avions une compagnie aérienne qui avait une flotte de 3 Air Guinée. Il y avait des avions long courrier et moyen courrier. On avait 3 Boeing, un 707, un 727 et un 737, plus le Dash qu'on a eu plus tard. Lorsque le fonds est venu, j'ai assisté à ces discussions. La subvention absorbée par Air Guinée était si importante qu'ils nous ont dit, vous perdez au moins 200 à 300 classes que vous pouvez construire. Le prestige d'avoir une compagnie aérienne et de ne pas donner l'opportunité aux enfants en âge d'aller à l'école de le faire n'est pas responsable. Les compagnies aériennes ne sont pas rentables. Pourquoi pas liquider Air Guinée et essayer d'utiliser les ressources qui étaient affectées à sa subvention pour développer le secteur de l'éducation et la santé. Il y avait une série d'entreprises. En 1985, vous aviez plus de 100 entreprises déficitaires qui absorbaient toutes les ressources, quasiment toutes les ressources fiscales en dehors, après que les salaires soient payés. On ne pouvait pas faire de développement, il n'y avait pas de ressources. Les gens ont convaincu le gouvernement de compter. Je n'étais pas ministre.
je n'étais qu'un jeune fonctionnaire de 27 ans à la Banque centrale qui participait aux négociations. Il faut supprimer ou fermer les entreprises et utiliser les ressources affectées à la subvention de ces entreprises pour développer les infrastructures, le secteur de la santé et le secteur de l'éducation. C'était convaincant. Le gouvernement a accepté donc d'entrer dans cette logique. Alors, je reviens sur la question parce que sinon je vais faire l'histoire des privatisations. Oui, oui. C'est important que les gens sachent. C'est très important. Ouais, mais pour répondre à la question de Erguiné, si vous voulez, je continue un peu. Donc, le gouvernement est rentré dans la politique de fermeture des entreprises publiques et de privatisation. Mais ces entreprises ne fonctionnaient pas à 30% de leur capacité. Le fonds et la banque ont convaincu les autorités guinéennes d'alors de laisser le secteur privé faire ça. La production, le commerce, l'importation. L'État n'était pas capable d'améliorer la gouvernance pour améliorer la gouvernance. Oui, tu sais, maintenir justement le fonctionnement de ces entreprises. Oui, de ces entreprises était coûteuse. Le problème se pose aujourd'hui en France avec Macron, qui a beaucoup liquidé, qui a privatisé, mais qui est en train de... Oui, ça c'est un autre contexte. Alors l'État doit être là, présent et vigilant. L'État doit être présent et vigilant. Il y a des choses que le marché ne règle pas. Mais lorsque vous libéralisez, regardez, au moins en 1985, c'est Importex qui avait le monopole de toute l'importation des biens en Guinée et de l'exportation. Les entreprises nationales, Alimag, Alidi, Droguerie, Sonatex, Ematec, étaient chargées d'importer des trucs. Mais ces entreprises avaient des coûts tellement importants qu'on ne récupérait jamais l'argent qui leur était prêté. Et donc, tout ce que la Guinée devait percevoir comme recettes, à l'époque, les recettes fiscales, c'était CBG, Frigia et Aredor. Essentiellement, c'était englouti dans les entreprises publiques qui n'étaient pas rentables et qui mettaient en faillite le système bancaire public aussi. Donc, la décision d'aller à un autre modèle a été prise et assumée. Les entreprises... La scierie de Nyandang, la scierie de Zérékoré, la conserverie de Mamou, Anta, l'usine de meubles de Symphonia, toutes ces entreprises, la Sogifab, toutes ces entreprises ont été privatisées ou fermées. Alors, pour revenir, et le commerce et le secteur privé a joué son rôle. Il a assuré l'approvisionnement du marché en biens de première nécessité, en biens d'équipement, il n'y avait pas de problème. Et ces entreprises paient maintenant des taxes à l'État. Et l'État n'a plus en charge d'entretenir des entreprises budgétivores et vraiment non rentables. Ça a été un succès. Pour privatiser l'ONA... Il y a beaucoup qui n'ont pas survécu aussi. Hein? Il y a beaucoup d'entreprises... Oui, mais aujourd'hui, le secteur privé est alimenté et approvisionné. Le marché guinéen est alimenté par le secteur privé. Il y a même une jeune industrie qui se bat avec des investisseurs indiens, libanais, qui se battent, et guinéens, dans le secteur de l'industrie. Bien entendu. Mais maintenant, l'État, attendez, les ressources qui étaient destinées à ça ont été investies dans l'éducation et la santé. Il n'y a pas une sous-préfecture qui n'a pas un centre de santé, même si le fonctionnement laisse parfois à désirer en raison de la qualité du personnel ou de manque de médicaments. Mais on a eu désenclavé les villages, les pistes rurales, avec le génie rural, qui a été créé pour faire ce travail-là. Et vous verrez qu'il y a eu beaucoup. Et puis on a fait l'aménagement et le bitumage. Vous prenez de Conakry à Cancan jusqu'à Kourémalé. Vous prenez de Conakry jusqu'à Lola. De Conakry jusqu'à Boké, Sangaredi. Il y a eu les ressources ont été sauvées avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Oui. On a fait des progrès. Parce qu'on avait fait à l'époque des bons choix. Alors l'entreprise publique Air Guinée, oui. Donc on a vendu les 2 avions parce que le gouvernement était d'accord dès la fin des années 89. Des années 80. Il est resté, on a dit qu'il faut laisser un avion pour les voyages du président. C'est le fameux Boeing 737 qui a été vendu finalement à Mamad Soula sous l'insistance du fonds et de la banque. Parce qu'on n'avait pas allé au bout de la liquidation de Air Guinée ou de sa privatisation parce qu'il n'y avait pas eu de repreneur. Donc en 2000, le fonds, pour atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE, le fonds à la banque a demandé quand même que le gouvernement respecte son engagement de privatiser ou de fermer Air Guinée. C'est ce qui a conduit à cette opération sur laquelle je ne reviens pas. Alors les Air Guinée, c'est pas, j'étais en train de dire les compagnies de transport aérien
Il y a une seule qui est absolument qui est rentable, qui équilibre ses comptes, qui n'est pas subventionnée, c'est Ethiopian Airlines. Peut-être Sky, qui est secteur privé, je ne sais pas, je n'ai pas d'informations sur ses comptes. Mais toutes les autres sont subventionnées. Alors il y a un arbitrage à faire. Ou vous créez une compagnie aérienne pour le prestige et vous la subventionnez, parce que la rentabilité est faible. Aujourd'hui, Air Sénégal n'a pas encore équilibré ses comptes. Air Côte d'Ivoire non plus. Ghana Airways a été liquidé. Nigeria Airways a été liquidé. Air Zaïre a été liquidé. C'est très, très, très difficile de rentabiliser les comptes dans le transport aérien. Maintenant, si on décide de le faire, le gouvernement est souverain. Mais il faut qu'il sache, souvent, dans le contexte actuel, ce sera au détriment d'autres dépenses dans les secteurs prioritaires de l'éducation, de la santé, du développement rural, de l'hydraulique villageoise et dans la lutte contre la pauvreté. C'est des choix à faire. Maintenant, comme on n'a plus de ressources, ils peuvent le faire. Mais je ne suis pas sûr, qu'une compagnie aérienne sera rentable. Il n'y a pas une formule. Il vaut mieux entretenir le réseau routier, bitumer toutes les routes entre Conakry et les autres préfectures et faire en sorte que vraiment ces routes soient bien entretenues. Et je pense que c'est plus rentable pour l'économie que de créer une compagnie aérienne. Mais c'est un avis, c'est un simple avis. Hein. Oui, partant de cet avis, est-ce qu'il n'y a pas une formule intermédiaire entre le fait de vouloir une compagnie floquée République de Guinée et les perspectives peut-être sombres auxquelles vous faites allusion, notamment la privation d'un certain nombre de secteurs stratégiques? Est-ce qu'il n'y a pas une formule intermédiaire entre les deux? Non, avoir une compagnie aérienne, on peut avoir un avion pour le président de la République, je ne suis pas contre. Ça partout, même le fonds et la banque étaient d'accord que le Boeing soit retiré, que l'Air Guinée soit fermé et qu'on garde l'avion pour le président, parce que les coûts sont... la subvention allait être réduite. Le président Macky Sall, je crois qu'il y a un avion, il a acquis un avion récemment. Le président Alassane a ses avions, même le Niger a son avion de commandement. Ça, ce n'est pas un problème. On peut acheter un avion de commandement pour la présidente de la République pour ses déplacements officiels. Mais une compagnie aérienne, dans ce contexte-là, je ne vois pas tellement l'opportunité économique. Alors, oui, quand qu'on n'évoque pas l'opération financière qui a impliqué la Banque centrale, étant un ancien cas de la Banque centrale, oui. Les 5 000 milliards donc décidés par la Banque centrale. Si vous étiez à la Banque centrale, vous auriez conseillé cette opération pour des fins de financement des infrastructures? Non, pas du tout. Je n'aurais pas conseillé de faire cette opération. Pourquoi? D'abord, elle a des conséquences néfastes. Elle peut avoir des conséquences positives si les ressources sont bien utilisées et que les projets financés contribuent effectivement à améliorer le stock d'infrastructures qu'on a. Mais il y a des conséquences monétaires parce que l'État va disposer de 5 000 milliards. C'est presque l'équivalent de la masse monétaire qu'il va dépenser au profit des entreprises. Lorsque les entreprises vont avoir cet argent, c'est la masse monétaire qui explose, qui augmente. Et lorsque la masse monétaire augmente, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une hausse de prix. Parce que la quantité de monnaie dans l'économie doit être aussi tenir compte d'un certain nombre de contraintes. Vous allez doubler directement la masse monétaire. Alors, il y aura une pression sur les prix, parce qu'il y aura une demande induite par cette masse monétaire. Et même les entreprises, ils vont recruter, payer du personnel. Le personnel, lorsque vous avez des revenus, vous allez acheter des choses. Et la demande va augmenter, la demande de biens et services va augmenter, et le taux de change, les biens importés, il y aura une pression sur le taux de change et la monnaie va se dégrader. Parce qu'on doit veiller à la quantité de monnaie qu'on crée en fonction des objectifs de taux de change et d'inflation qu'on a. J'étais responsable pendant longtemps de la politique monétaire, il s'agissait de gérer cet équilibre. Donc c'est sûr que lorsque vous sortez comme ça 5 000 milliards qui va aller comme augmentation de la masse monétaire, et bien sûr il faut vous attendre aux effets sur le prix et sur les prix et sur les taux de change, nécessairement. Et finalement, peut-être sur la balance des paiements. Donc,
ce n'est pourquoi les projets sont financés, le processus de financement des projets est connu. Il y a ce qu'on peut financer sur le BND, sur la base de recettes collectées par l'État, et ce que les projets financés sur le FINEX. Le deal entre les partenaires techniques et financiers, si vous avez des projets dont la rentabilité est mise en évidence, vous vous adressez à nous, on vous finance, on vous aide à financer le projet. Mais lorsque c'est le financement extérieur, il y a l'apport de devises préalables qui arrive, et si bien que lorsque dans l'exécution du projet, vous avez des demandes d'importation, disons, de bulldozer, de bitume ou de choses, les devises étaient déjà là pour couvrir. Et lorsque c'est la masse monétaire est créée en contrepartie d'un endettement vis-à-vis du secteur bancaire. Parce que c'est le secteur bancaire que... Donc, naturellement, il y aura cette pression sur le prix. Mais les banques sont heureuses. Parce que les banques, pour rentabiliser leurs ressources, sont obligées d'accorder du crédit. Là, les dépôts des banques à la Banque centrale, c'est des dépôts oisifs qui ne rapportent rien. Et finalement, l'État leur propose quelque chose. Leur dit, bon, on va vous donner des taux d'intérêt de 13%. Elles ont applaudi. Parce qu'elles vont avoir des intérêts sans rien faire, sans prendre de risques. Et comme les titres que les banques vont acheter sont quasi liquides, puisque d'abord, il n'y a pas de risque de non-paiement. C'est des titres garantis par la Banque centrale qui, à l'échéance, seront remboursés nécessairement, ce qui est différent s'ils accordent à Boubacar Condé un crédit pour moderniser sa radio ou son truc. Ouais. Il disait toujours qu'il y a un risque de non-paiement à l'échéance. Mais là, la Banque centrale a garanti à l'échéance, ils vont créditer la banque des titres, donc il n'y a pas de risque et les banques n'ont pas besoin de faire d'efforts pour examiner des dossiers, chercher des garanties et tout ça. Donc, ça va enrichir les banques, sans que celles-ci n'aient à prendre de risques. Vous comprenez? Donc, les banques ont dû applaudir cette opération. Maintenant, il y a pourquoi ce programme d'infrastructure prioritaire maintenant? Parce que pour moi, la vocation de la transition, c'est d'organiser des élections pour mettre en place des institutions légitimes qui peuvent engager les réformes qui s'adressent aux fléaux qui minent le fonctionnement de la société. Pour moi, une junte n'a ni la légitimité, ni le temps, ni les compétences de mener toutes ces réformes. C'est simple. On peut refuser les opportunités aussi. Bon, attendez, mais alors l'interrogation, je vais vous dire, l'interrogation, pourquoi ce programme d'investissement prioritaire? Parce qu'investir dans les infrastructures, c'est faire avoir un bilan visible. Est-ce que c'est se donner un peu de légitimité, simplement pour qu'on dise, pour rester aussi longtemps que possible, ou bien demain, de briguer le mandat? Parce que lui, il travaille, regardez ce qu'ils ont fait. En tout cas, c'est un peu suspect, parce que c'est un système de financement qui est un peu original. Parce que comment on fait? Ça ne signifie pas que l'État n'émet pas de titres. Mais elle doit les émettre pour les entreprises, les investisseurs institutionnels, les ménages, pour qu'au moment où on collecte cet argent, il y a une ponction sur la monnaie en circulation. Et pour que l'injection de cette même monnaie ne se traduise pas par une augmentation inconsidérée de la masse monétaire. Mais lorsque c'est les banques, parce que les dépôts des banques à la Banque centrale, ce n'est pas de la monnaie. Encore, les monnaies, c'est les dépôts et les billets en circulation, pour être simple. Tu comprends? Et lorsque vous souscrivez un titre, vous débitez votre compte de dépôt à la banque, vous réduisez votre pouvoir d'achat. Donc la masse monétaire se réduit. Et lorsqu'elle est injectée en payant les entreprises adjudicataires du marché, évidemment, c'est à somme nulle. Donc maintenant, pour la question que tout le monde se pose face aux autres interrogations qu'on a sur la volonté de la junte de céder le pouvoir et d'organiser les élections, est-ce que ce n'est pas une publicité qu'elle veut se faire en faisant des actions populistes visibles après pour justifier, en tout cas ils ont travaillé, ils travaillent, Alpha n'a pas travaillé, Conte n'a pas fait pareil, donc il faut les maintenir ou faire ceci. C'est des suspicions. On n'a pas d'informations, c'est simplement de l'analyse. Donc il y a ça, pourquoi un programme? Est-ce que ce programme était dans le programme d'investissement public? Parce que l'État doit avoir un PIP, programme d'investissement public, et inscrit dans le budget chaque dépense qu'on effectue au titre de la modernisation des infrastructures. Mais il y a le BND national et le FINEX.
On cherche les financements extérieurs qui n'affectent pas l'équilibre macroéconomique, qui ne fait pas de pression sur les prix et sur le taux de change. Ça, c'est plus sain et c'est pourquoi on a toujours un programme important de coopération avec les partenaires qui financent les projets et programmes de développement. Peut-être la dernière question sur l'économie. Oui, la dernière question. Je vous ai entendu dans une autre émission se vanter, flatter la stabilité de la monnaie. Est-ce que, à contrario, ça veut dire, à contrario de cette opération, ça veut dire qu'il y a des efforts qui sont consentis, qui sont menés par notamment le ministre de l'économie et des finances pour maintenir cet équilibre macroéconomique? Bon, c'est du rôle du ministre de l'économie et des finances, certes, mais de la Banque centrale aussi. C'est la mission de la Banque centrale. Aujourd'hui, après le consensus de Washington, les banques centrales, on a redéfini les missions des banques centrales. Les banques centrales, c'est de veiller à la stabilité des prix, donc contre l'inflation, parce qu'on considère que l'inflation est nocive au développement. Bon, on ne rentre pas dans ce débat. C'est sûr que le risque sur le taux de change, je l'ai dit, il y aura une pression sur le taux de change. On risque d'assister dans quelques mois à une dépréciation de la monnaie nationale par rapport au reste des monnaies, à une augmentation des prix, y compris les produits alimentaires de première nécessité. Mais en attendant, c'est bon. Le tableau, il est bon. Non, jusqu'à récemment, il faut saluer, il faut dire que le taux de change était relativement stable par rapport au dollar et à l'euro, en particulier, qui sont les monnaies de référence dans des monnaies d'importation de nos trucs. Et l'inflation aussi est restée en dessous de 10% depuis quelques années. Il faut saluer, c'est une performance. Vous parlez du retour à l'ordre constitutionnel, des investissements aujourd'hui faits par la junte pour pouvoir justifier son maintien à la tête du pays. Justement, il y a quand même un accord dynamique qui lie la junte à la CEDEAO. Quel est votre regard de son déroulement sur le terrain? Est-ce qu'à votre avis, à date, la junte est à même de respecter cet accord passé entre elle et la CEDEAO, l'organisation sous-régionale? Écoutez, d'abord, personnellement, et d'ailleurs mes alliés de l'intercoalition à l'époque, nous avions critiqué cet accord dynamique. Parce qu'on a déploré le fait que la CEDEAO ne s'est pas préoccupée de la cohérence entre les 10 points et les 24 mois. On a le sentiment que ce fut un marché de dupes. La CEDEAO avait besoin d'avoir 24 mois, comme ça semblait être la règle au Mali et ailleurs, pour le retour à l'ordre constitutionnel. La junte souhaitait valider les 10 points, qu'elle n'avait pas discuté avec la classe politique. Si elle a les 10 points, elle sait qu'elle en a pour longtemps, parce qu'il est impossible de réaliser tous les 10 points dans le délai de 24 mois. Notamment les 2 recensements. Le recensement général de la population et de l'habitat qui n'a absolument rien à voir avec les élections. C'est une opération réalisée tous les 10 ans avec le soutien des Nations Unies. Mais il s'agit de recenser tous ceux qui sont en Guinée, les Guinéens et les non-Guinéens, les votants comme les non-votants, leur habitat, leurs activités et beaucoup de données statistiques dont on a besoin pour la planification du développement et pour le suivi justement des projets et programmes de développement, pour anticiper et déclencher, mettre en œuvre les projets pour répondre aux attentes d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. On s'est posé la question de savoir pourquoi la junte a insisté pour dire que le fichier électoral doit être généré par ces 2 recensements. La réponse qu'on a donnée, c'est qu'ils veulent avoir des actions qui ne peuvent pas être réalisées dans les 24 mois et pour réaliser leurs 39 mois qu'ils avaient proposés au départ, au moins. Parce que ça n'a rien à voir. Si on a besoin d'un fichier électoral. Oui, justement, est-ce que le problème, parce que la junte, pour elle, toutes les contestations en rapport avec les élections ont découlé des divergences autour du fichier.
Et pour sortir définitivement de ce débat, il faut plutôt produire un fichier issu notamment du RAVEC. En tout cas, c'est le point de vue présenté par la junte. Est-ce qu'il n'est pas recevable, cet argument-là? Je vais répondre. Il y a deux choses. Lorsqu'on a besoin de changement, pour atteindre d'autres objectifs non avoués, on va se baser sur les critiques antérieures pour rejeter la mise en place d'un organe de gestion des élections. On dit non, la CENI a toujours été contestée. Donc on ne veut plus de CENI, c'est le ministère de l'administration du territoire. Je laisse ça. Revenons au fichier. On a un fichier. Moi, je me suis battu pour qu'il soit audité. On avait obtenu de Alpha qu'il accepte au forceps que le fichier soit audité. On avait eu raison. L'audit a été mené par l'Union européenne, les Nations unies et l'OIF, qui a révélé des anomalies dans le fichier et qui a formulé des recommandations pour son assainissement. Alpha avait résisté pendant longtemps, mais finalement, on a obtenu, grâce à l'OIF et à la CEDEAO, que ce fichier soit assaini. Et que les recommandations dites fortes, issues de cet audit, puissent appliquer. Aujourd'hui, on a un fichier de 5 300 000 électeurs, homogène. Tout le monde était venu en 2019 et 2020 se faire enrôler sur la base d'un cahier de charges précis. Tout le monde avec 10 doigts. Avant, il y avait 10, il y avait 8, il y avait alpha, il y avait toutes sortes de choses. On a un fichier harmonisé qui, à nos yeux, n'avait besoin que de révision. C'est ce qui est pratiqué dans tous les pays du monde. On révise le fichier. Côte d'Ivoire vient de finir, le Nigeria avec 208 millions d'habitants, ils ont révisé le fichier. La RDC, qui est presque un continent, a révisé son fichier. Tout le monde. Alors, la révision classique du fichier, c'est quoi? C'est enrôler ceux qui ont atteint 18 ans entre la dernière révision et tous ceux qui ont le droit d'y être, qui n'y sont pas, pour une raison ou pour une autre. Et de constater le déplacement des électeurs. Ceux qui ont quitté Ratoma pour Matoto, où ils veulent voter, on les affecte là. Et puis radier les morts. Ça demande 4 mois. Mais si la volonté politique, parce que ça fait un point de divergence entre nous et la junte, on a dit, lorsqu'ils nous ont demandé de proposer des chronogrammes, on n'a pas pensé ces 15 mois, 39 mois, comme disaient certains. On est des partis comme l'UFDG, on a participé à toutes les élections. On dit, identifions les actions à mener pour rendre possible une élection transparente et crédible. Il y a 2 séries de problèmes à résoudre. Il y a le cadre juridique et réglementaire et les conditions matérielles, organisationnelles et techniques de l'élection. Dans le cadre juridique, il faut bien sûr une constitution d'où doit être tiré le code électoral. Il faut un code électoral. Mais il faut aussi un organe de gestion des élections qui est déjà mis en place par la loi, en général. Les conditions matérielles, il faut un opérateur technique. Il faut des urnes, il faut des isoloirs, il faut des kits d'enrôlement des électeurs, puisqu'il faut un fichier. On a essayé de voir dans quel temps on pouvait réunir toutes ces conditions. On a abouti à 15 mois, avec des délais. Donc la majorité, en tout cas le RPG qui a fait ça sans nous, parce qu'à l'époque on ne se parlait même pas, ils ont trouvé 16. Sur l'expérience aussi des élections. Donc, pour ceux qui étaient le PDN, FNDC politique, IFR, UFDG, on a resté 15 mois. Mais on a estimé qu'on est pressé et que les gens ont risqué leur vie pour prendre le pouvoir, ils doivent en jouir un peu. Je dis, bon, on va discuter pour trouver... Oui, c'est humain. Mais on a dit non, la classe des gens là, ils ont des agendas politiques, ils s'intéressent qu'aux élections, on a besoin d'assainir, réconcilier les Guinéens, balayer la maison, tout nettoyer, recenser la population, faire ceci et cela, et faire des choix qui demandent trop de temps. Recensement général de la population, tout le monde révise son fichier à côté, partout. Donc ça a été une source de conflit. Mais nous, c'était volontaire, on était de bonne foi, on a dit, bon, on a l'expérience. L'UFDG a une commission électorale avec des ingénieurs compétents et qui ont l'expérience. On a participé à toutes les 5 élections nationales et une élection locale.
On connaît les forces des peuples, comment on fait. Donc on a proposé ça, et puis bon, mais le fichier, on peut le réviser. C'est tout. Alors si c'est ça, c'est 5 mois. Si c'est le recensement général de la population et avec, il faut 3 ans. Vous comprenez? Alors on ne sait pas où est la source de conflit. Nous, on nous prête un agenda, on ne voit que les élections et le pouvoir, et nous aussi, on doute, on pense que la junte veut rester aussi longtemps que possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait, la solution? Nous, on dit un dialogue. Chacun présente ses thèses sous l'arbitrage d'une personnalité neutre, dépêchée par la CEDEAO, parce qu'il y a une crise de confiance en Guinée, vous la connaissez. Elle a plusieurs origines. Cette CEDEAO-là, est-ce qu'elle vous inspire désormais confiance après? Non, alors, si on revient à ce sujet-là... Une personnalité crédible désignée par la CEDEAO, et pourtant cette CEDEAO est sujette de critiques en Guinée. Oui, alors, oui, nous sommes d'accord, aujourd'hui, la CEDEAO, il y a une crise qui ne dit pas son nom, on va en parler. Mais pour revenir à le dialogue, parce que c'est un point de litige. Vous avez une crise de confiance. La junte nous prête des intentions qu'on n'a pas. Certainement, on lui prête un agenda qu'elle n'a pas, en espérant qu'une bonne foi. Maintenant, pour aller aux élections, qu'est-ce qu'il faut? On fait point par point. Et quel est le temps nécessaire? Mais quelqu'un qui a l'expérience de ça, devant le G5, parce qu'on a demandé le G5, ils ont des experts électoraux. Si on dit, nous, on veut un organe de gestion des élections. Il dit non, non, la CENI a été critiquée, donc on n'en veut plus. Le fichier a été critiqué, donc on veut créer un autre fichier. Mais est-ce qu'avec ce truc, on va recenser les Guinéens de l'intérieur, les Guinéens de l'extérieur, et être prêts dans les 24 mois à travers le RAVEC et le RHDP? Ce n'est pas possible, il nous reste 12 mois. N'est-ce pas? On ne sait pas où on en est, parce que le point n'est pas fait régulièrement. On sait ce qu'on n'a pas de code électoral. On n'a pas d'opérateur technique, en tout cas connu, sauf s'ils ont recruté par un autre gré à quelqu'un dont on ne connaît pas. Or, tous les actes qui doivent être pris dans le cadre des élections doivent être consensuels. C'est pour prévenir les contestations qui peuvent souvent dégénérer dans des violences. Alors, on se parle d'abord avec ceux qui vont aux élections, qui ont l'expérience, et on débat. Nous, on veut une OG, parce que c'est une décision de la CEDEAO. L'organe de gestion des élections doit être consensuel et indépendant. L'Union africaine, l'organe de gestion doit être consensuel et indépendant. Lorsqu'on dit, bon, il faut faire confiance à Mori Kondé et à ses préfets, ils vont ceci, il y a une crise de confiance. Lorsqu'il y a la crise de confiance, on cherche le consensus pour que tout le monde soit d'accord. Et pourquoi vous ne pouvez pas aller vous associer à ce cadre de dialogue-là pour... Non, relever, voilà, pour relever tous ces... Tout ça, c'est relevé dans les documents qu'on a adressés, mais le problème, c'est que le dialogue à 180 avec les coalitions, et puis on passe au vote. Il n'y a pas de débat. Vous comprenez? Ces 10 points ont été conclus avec la CEDEAO sans associer même ceux qui étaient au dialogue. C'est après qu'ils ont dû valider. Ils n'ont pas été consultés sur les 10 points avant de conclure l'accord dynamique. Parce que c'est qu'on a dit que le dialogue qui était en train d'être mené, c'était une séance d'explication et de validation des décisions prises par la junte, le CNRD. Et que ça ne sert à rien d'être là parce que mettons un cadre crédible avec des délégations avec les plus représentatifs. D'abord, qui ont l'avantage de connaître le processus et qui ne sont pas des coalitions. Le RPG et l'UFDG seront nécessairement des concurrents. Est-ce qu'à cette allure, vous ne risquez pas d'être mis de côté et que le processus se déroule sans vous? Parce que le ministre de l'administration du territoire est catégorique là-dessus, le porte-parole du gouvernement lui aussi embraye là-dessus pour dire que l'agenda dynamique, le régime est en avance d'ailleurs sur l'agenda dynamique qui a été convenu avec la CEDEAO. Est-ce que vous ne risquez pas... D'autant que, Monsieur le Président, récemment, le ministre de l'administration du territoire a reçu une délégation de l'ambassade des États-Unis et au menu de leur discussion, en tout cas selon le compte-rendu qu'en a fait la RTG, il y avait le RAVEC. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que la communauté internationale accompagne la dynamique qui se met en marche autour des 10 points et que, comme le dit Monyuma, que vous retrouvez out?
Non, on ne se retrouvera pas out. Je pense que ça c'est exclu. S'ils ont un fichier qui reflète fidèlement le corps électoral guinéen, des Guinéens qui sont à l'étranger ou des choses, mais nous, on n'a pas de problème, on va applaudir. Mais on ne voit pas que cela soit possible dans le délai, on le souhaite vivement. Même si on n'a pas participé, on ne sera pas out des élections. S'ils réussissent à avoir un fichier crédible qui reflète le corps électoral tel qu'il est, sans omission volontaire des Guinéens, parce qu'il y a une crise de confiance, je vous l'ai dit, on ne leur fait pas beaucoup confiance. C'est pourquoi on avait souhaité qu'il y ait une participation forte des partenaires techniques et financiers dans le processus électoral, y compris une assistance technique à l'OGE, à la CENI. Donc vous ne leur faites pas confiance malgré le discours qui dit que personne, aussi bien du CNRD que du gouvernement, ne sera candidat aux élections. Donc, bon, on attend de voir, parce que nous notons que de plus en plus, il y a le culte de personnalité, des actions populistes comme ce programme prioritaire des infrastructures. En tant que Guinéen, on a d'autres commentaires qui ne sont pas de nature à rassurer. Mais nous observons, nous souhaitons vivement qu'ils respectent leur engagement, qu'ils organisent des élections inclusives et transparentes. Des élections inclusives et transparentes. Mais est-ce que les partis politiques que vous êtes accepteraient le glissement? Non. Il n'y a pas de volonté politique. Le glissement était prémédité. Même pas glissement. Donc à ce stade, il va être inévitable? Hein? Non, s'il y avait un sursaut, une volonté d'éviter le glissement et d'organiser les élections dans 12 mois, il y a des solutions. D'accord. Il y a des solutions, mais il faut un sursaut. Mais la volonté politique n'existe pas. La volonté politique. Le gente veut rester aussi longtemps qu'au pouvoir, et c'est ce que nous percevons, et c'est ça aussi la source de la crise de confiance. Maintenant, le discours du président au sommet des Nations Unies, qu'est-ce que vous en dites? Vous l'avez suivi? Oui, Sanso, la question déçue? Oui, non, vous l'avez suivi et le discours, il était bâti notamment autour de la dénonciation, de la critique de la démocratie, plutôt inadaptée à nos pays, à nos cultures. Et puis, il ressortait de ce discours un ordre de priorité, l'économique, le social et le politique. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est peut-être ce ordre de priorité qui est aujourd'hui mis en œuvre avec l'interdiction des manifestations, le brouillage des médias, les restrictions d'accès aux réseaux sociaux? Oui, écoutez, j'étais très surpris par le discours. Moi-même, ça me préoccupe. Parce qu'elle a dit que la démocratie n'est pas adaptée à nos réalités, à nos cultures. Est-ce que ça signifie qu'il pense, lui, à un autre modèle? Pour le moment, on en connaît deux, la dictature et la démocratie. La démocratie qui s'exprime... Pour promouvoir le développement, cette démocratie... Oui, alors, vous savez... et les idées émergent là-dessus. Non, écoute, la vocation, pour moi, le conflit aussi avec la junte, pour moi, la vocation d'une transition, c'est d'organiser les élections pour mettre en place des institutions légitimes par les principes et les règles de la démocratie. Pour moi, il n'y a pas un autre modèle. Il faut que le peuple choisisse ses dirigeants. Gouvernement du peuple, par le peuple, et pour le peuple, comme disait l'autre. Je ne vois pas pour la Guinée un autre... De tous les modèles essayés, depuis l'aube des temps, le modèle qui sert le mieux, c'est la démocratie. Pour moi, c'est la démocratie qui garantit les libertés, les droits et libertés des citoyens et surtout le choix des dirigeants à tous les niveaux, au niveau local, au niveau de l'Assemblée, au niveau de l'exécutif, que ce soit le peuple qui choisit et sanctionne par les urnes les dirigeants. Et à propos, Macky Sall l'a dit lors de l'ouverture du forum de Renupac, et il dit que, je le répète, l'histoire enseigne également qu'au-delà des principes et des textes, l'exercice démocratique repose d'abord et avant tout sur l'équilibre entre la liberté et responsabilité, mais également le respect des institutions et l'ordre public. Est-ce que vous êtes senti, au-delà du clin d'œil qu'il nous a fait amical, est-ce que vous êtes senti concerné par ce discours, vous, qui êtes politique et qui appelez souvent
aux manifestations et qui n'avaient pas confiance aux institutions. Non, écoutez, nous avons reconnu la junte, qui n'est pas une institution légitime, mais on a reconnu et on a décidé de soutenir. Donc, parce qu'il faut de toute façon que le pays soit dirigé, même si ce n'est pas pour mon sens de façon provisoire, une institution légitime, on a reconnu. Bien sûr, il y a les lois, mais il faut respecter les lois. Mais le respect des lois n'incombe pas seulement aux citoyens, mais à l'État, qui doit veiller. Il a prêté serment sur la charte. Il a juré de faire respecter la charte, de respecter la charte. Aujourd'hui, les restrictions dont vous êtes victime en tant que presse, en tant que Dioma, c'est une violation flagrante de la charte sur laquelle il a juré, de respecter d'ailleurs les dispositions, dont il a juré de respecter les dispositions. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'État est justiciable, comme le citoyen. Mais il y a des règles et des principes qui sont universels au niveau qui sont relèvent de la démocratie et des droits humains, des libertés fondamentales. Il faut qu'on se fasse l'effort de les respecter. Oui. Je suis d'accord. Juste par rapport au discours de New York, est-ce que on ne peut pas aussi comprendre le fait que la Guinée, depuis 1958, un éternel recommencement, des rendez-vous ratés. Est-ce que quand il choisit de sortir des sentiers battus, peut-être d'appliquer une thérapie de choc en mettant en avant une certaine période pour mettre les bases du développement, avant peut-être de revenir à la démocratie dont on parle, est-ce que ce n'est pas un discours qu'on peut comprendre au vu de l'histoire du pays? Non, moi c'est un discours que je ne comprends pas et que je n'accepte pas. Nous avons des choix, il y a la charte qui l'engage. Il y a son discours de prise du pouvoir qui l'engage. Il y a eu beaucoup de discours. Il s'est engagé à respecter les règles et les principes de la démocratie, de l'état de droit, à respecter les libertés fondamentales, la liberté de la presse qui est aujourd'hui dans une situation déplorable et préoccupante. Il faut qu'on le dénonce et qu'il faut que le peuple se mobilise pour refuser ces dérives dictatoriales. On ne peut pas l'accepter, d'autant plus qu'il s'est engagé lui-même à veiller au respect de ces principes et des règles. Je ne suis pas d'accord. On ne peut pas décider, il n'a ni la légitimité, ni le truc, dire, bon, moi j'abandonne la démocratie, je fais autre chose. Je ne suis pas d'accord. On ne peut pas changer la règle du jeu au cours de match. Au cours des matchs. La toute dernière question maintenant, le CNT, le Conseil national de transition, c'est cet organe, vous avez parlé tout à l'heure du cas de la Constitution, de laquelle doivent découler les autres lois liées à l'organisation des élections. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore l'avant-projet de cette Constitution. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous dites du fonctionnement de cette institution? Dans les propositions initiales qu'on a faites sur le cadre du dialogue, on voulait que le CNT soit là pour prendre acte du consensus qui se serait dégagé par rapport au cadre juridique et réglementaire, par exemple, des élections. Et qu'il participe même au débat. Parce qu'ils n'ont pas de légitimité non plus, c'est un consensus. Même s'il nous a été imposé la charte, même on n'a pas participé, il n'y a pas eu de débat sur la charte, on l'a vu tomber, on a dit bon d'accord, l'essentiel y est, on soutient. Le CNT... Beaucoup de concessions dès au début. Oui, le CNT, bon, on a dit bon voilà, le CNT c'est ça, vous avez 15, vous avez droit à parti politique à 15, on avait réussi à avoir un consensus pour les répartir, ce qui a été une surprise. Parce que c'est sûr que la jeune pensait qu'on allait se disputer de longues années et que c'est elle qui aurait arbitré. Elle a arbitré malheureusement tout juste pour infliger des sanctions, enfin pour priver l'UFDG des quotas que l'ensemble des partis politiques lui avaient donnés, parce qu'on nous avait donné 4 sièges, ils ont raclé 3, ils ont distribué ça, ils nous ont laissé 1. Bon, bref, ce n'est pas l'important. Moi, je disais que c'est au dialogue politique qu'on devait discuter de l'orientation à donner, y compris à la Constitution et loi. Mais le CNT devait être là, le gouvernement, les autorités d'un côté, les partis politiques les plus représentatifs, puisqu'on ne peut pas dialoguer à 185 de toute façon, les plus représentatifs. Et pour moi, le seul facteur discriminant au niveau des partis, c'est le poids électoral. Même lorsque vous allez dans des réunions, ouais, je suis parti politique de la République de Gondwana. Ah bon, vous avez combien de députés?
C'est le poids électoral. Tu comprends, nombre de sièges. Lorsque vous voulez faire des subventions au parti, vous demandez, vous dites proportionnellement au poids électoral. Lorsque vous voulez désigner le chef de file de l'opposition, quel est le parti de l'opposition qui a plus de sièges? On ne peut pas dire que c'est vrai, un parti est égal à un parti, comme aux Nations Unies, un pays, mais à le Conseil de sécurité, c'était sur la base du poids économique ou militaire. Chez nous, on doit aussi tenir compte de la représentativité. Qu'est-ce qui représente quoi? Parce que ce n'est pas le nombre de partis, c'est la représentativité des partis qui doit être prise en considération. Donc, nous, le CNT devait être là pour participer au débat, apporter sa contribution et aller transformer en loi, lorsque c'est nécessaire, le consensus qui se serait dégagé de ce dialogue politique. C'est ça. Mais malheureusement, ce dialogue n'a pas été accepté. On a favorisé l'émergence, la prolifération. Hein? Ce CNT déçoit aujourd'hui. Vous déçoit? Vous déçoit? Dans son fonctionnement? Bon, écoutez, c'est l'ensemble de la transition qui ne me semble pas répondre à mes attentes, y compris le CNT, mais pas particulièrement, mais tout ce qu'on a dit là, qu'on a critiqué. On aurait dû éviter tout ça si on avait eu le dialogue, comme on l'avait souhaité en tant que Guinéen. On échange avec l'aide d'une personnalité ayant l'expérience à la fois des élections et des transitions, et puis on aurait trouvé un consensus. Si on n'avait pas d'agenda caché, on aurait facilité la prise de décision dans le cadre de ce dialogue-là et non de façon unilatérale par le CNRD. Et là, Jassé Diallo, vous avez un dernier message à l'endroit de vos militants, des Guinéens et aux auditeurs et téléspectateurs. Pourquoi pas les autorités? Oui, alors, ce qu'il y a, nous sommes en crise. Une crise qui devient de plus en plus sévère. Le musulman de la presse est aujourd'hui une réalité qui me préoccupe. C'est une liberté fondamentale. La presse, la liberté de la presse est fondamentale. C'est la sentinelle qui veille au respect des autres libertés. Si elle n'est plus là, toutes les autres libertés sont menacées. Aujourd'hui, nous avons 70% de notre population qui a moins de 35 ans. Il y a une hémorragie. Cette force de travail part vers l'Europe, vers les États-Unis. C'est une crise parce qu'elle n'a plus confiance. Parce qu'il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'emploi. Pas d'espoir. Il faut qu'on prenne conscience. Ça menace l'existence de notre pays. Il y a une crise de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. La route prise par le CNRD n'est pas celle qu'on attendait. Nous voulions que le CNRD prenne conscience de toutes les souffrances qu'on a déjà vécues et apporte le changement. Mais il faut d'abord restaurer la confiance. Si ce n'est pas le cas, il faut que les Guinéens se mobilisent. Parce qu'il y a eu beaucoup d'acquis. Cette liberté de presse a été acquise de haute lutte. Les acquis démocratiques sont aujourd'hui menacés. C'est des acquis qui ont été obtenus de haute lutte. Aujourd'hui, les autorités n'ont pas de garde pour la vie des citoyens. On est déjà 36 morts, abattus, qui n'ont pas droit à la justice, pas à la moindre compassion, et moins encore à la réparation. Ce n'est pas normal. Le colonel avait dit qu'on ne mourrait plus. Le droit à la justice est un droit fondamental. Le droit à la vie, c'est le premier droit de l'homme. Mais je suis convaincu que si on ne se mobilise pas, vous, les syndicalistes, la société civile, les partis politiques, pour exiger la protection des acquis, je pense que la liberté de la presse, la liberté tout court, les acquis démocratiques risquent d'être perdus. Il faut qu'on se mobilise pour lutter pour la préservation de ces acquis et pour assurer un meilleur avenir à nos enfants. Merci à vous, Elhadji Asseyou Diallo. Je rappelle que vous êtes le président de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Merci à Lamine Moïma Sissé, merci également à Boubacar Sansobari. À vous, auditeurs et téléspectateurs, merci de votre aimable attention. On se reprendra pour un autre numéro. Portez-vous bien.